vous raconter l'histoire de la première entreprise de fabrication de pneus dans le monde, j'ai cité Lego. Ouais, vous avez bien entendu. Mais l'histoire de Lego, c'est avant tout l'histoire de la création d'un empire de briques qui pourtant a presque failli faire faillite. Depuis 1949, Lego a fabriqué plus de 600 milliards d'éléments. L'entreprise produit 75 milliards de pièces chaque année, dont 700 millions de pneus. Chaque seconde, 7 boîtes de Lego et 983 pièces sont vendues à travers le monde. Mais commençons par le commencement. Holkirk Christiansen est un modeste charpentier danois. Entrepreneur dans l'âme, il lance en 1916 son affaire à Billund, un village au Danemark. Il s'agit d'une menuiserie dans laquelle il s'entoure de plusieurs apprentis. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'en 1924, ses deux fils déclenchent par accident un incendie dans son atelier à partir de copeaux de bois. Holkirk ne va pas se laisser abattre. Après tout, sa devise d'entreprise, c'est « Det bedste er ikke for godt ». Voilà ce que je voulais dire. Ce qui se traduit par « le meilleur n'est jamais trop bon ». Une philosophie qui marque déjà l'engagement envers la qualité qui sont les étendards de Lego encore aujourd'hui. Il va profiter de cet accident pour donner de l'ampleur à son business en développant une menuiserie plus grande que la précédente. Toutefois, la fin des années 20 arrive à grands pas et la Grande Dépression pointe le bout de son nez. Holkirk subit comme tout le monde ce désastre économique, son chiffre d'affaires en prend un coup et le temps est à la récession. À la même période, il perd sa femme tragiquement du fait de complications lors de la naissance de leur 5e enfant qui ne survit pas non plus. Malgré ces terribles circonstances, il ne va rien lâcher. Lui qui construisait surtout des bancs, des portes et des maisons se retrouve à fabriquer d'autres types de produits, plus petits et surtout plus abordables faute de grands projets, les agriculteurs danois n'ayant plus de revenus. Notamment des tables à repasser et quelques jouets qui se vendent très bien. Canards en bois à roulettes, trains, camions, mais aussi des yo-yo. Yo-yo qu'il va vendre par milliers pendant la courte période où ce jouet est en vogue. Une fois la mode passée, il va recycler l'ensemble de ces yo-yo invendus en les séparant en deux et en les transformant en roulettes pour jouer en bois. Ça fonctionne tellement bien qu'à partir de 1934, Holkirk décide de se consacrer exclusivement aux jouets qui sont devenus la principale source de revenus de la famille. Il va alors rebaptiser son entreprise avec un nom court, simple et mémorisable, Lego. Dérivé des mots danois, leggot qui signifie bien jouer. Il va garder les premières lettres des deux mots, les coller ensemble et paf! En janvier 1936, Lego naît officiellement. Un autre événement historique majeur va venir jeter un pavé dans la mare de notre belle épopée, j'ai nommé la Seconde Guerre mondiale. Alors on le sait, cette guerre a chamboulé l'intégralité du paysage socio-économique et politique, et le secteur du jouet n'a pas été épargné. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, l'un des plus gros producteurs de jouets n'était autre que l'Allemagne. Et forcément, quand l'Allemagne va envahir le Danemark, le 9 avril 40, ça va jeter un froid et modifier les habitudes de consommation des Danois. Autre point plus technique cette fois, à l'époque, beaucoup de jouets étaient fabriqués en métal. En temps de guerre, le métal sert davantage à fabriquer des armes que des jouets, mais pour autant, l'anxiété que provoque la guerre a poussé les parents à acheter des jouets pour divertir leurs enfants et de les tenir éloignés des horreurs du quotidien. Donc quand Holkirk, le Danois, va proposer des jouets en bois, les affaires vont s'envoler. Et ce, malgré la pénurie de bois provoquée par la guerre dans les années 40. Et d'ailleurs, si vous voulez contribuer à faire s'envoler mes affaires à moi, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, c'est juste en dessous, c'est le bouton rouge, et on poste plein d'histoires incroyables comme celle-là. Puis en 42, un nouvel incendie ravage l'usine. Il ne reste à Holkirk que les moules de ses produits, et cet accident ainsi que la pénurie de bois vont le pousser à chercher de quoi diversifier sa production de jouets en bois pour pallier les difficultés qu'il rencontre. Et là, c'est le premier tournant majeur de l'entreprise. En 1946, Holkirk va découvrir le plastique et ses multiples fonctions, dont le plastique moulé par injection. Persuadé qu'il tient là quelque chose, il va investir dans une presse à induction et c'est la naissance de la brique à fixation automatique, autrement dit l'ancêtre de la célébrissime brique Lego. Alors attention, certes c'est un événement phare dans l'histoire de Lego, mais ça fait pas de Lego un pionnier dans le domaine. D'autres entreprises avaient déjà développé ce genre de petites briques à assembler, dont Mini Bricks, Buildo Brick ou encore la marque britannique Kiddicraft. Toutefois, c'était la première fois que ces briques arboraient des couleurs pétantes inspirées des toiles du peintre Mondrian. Au cours de ces années, Godfred Kirk Christiansen commence à travailler aux côtés de son père. Un jour, alors qu'il se trouve sur un ferry en direction de la Suède, il rencontre par hasard le responsable des acquisitions d'un grand magasin de jouets suédois. Au fil de leur discussion, l'homme se plaint du fait que les jouets ne sont pas compatibles entre eux, si bien que les distributeurs se trouvent obligés de repartir à zéro à chaque fois qu'ils proposent un nouveau produit. C'est très chiant. Godfrey évoque alors les Lego, dont le principe est aux antipodes du système déploré par son interlocuteur, et il décroche ainsi le premier gros contrat de Lego. Peu de temps après, en 1953, le nom des briques change. On parle plus de briques à fixation automatique, mais de Lego Murston, qui signifie brique en danois. Et elle est compatible avec les versions ultérieures. Il ne s'agit pas vraiment encore des briques Lego telles qu'on les connaît aujourd'hui. À ce moment-là, les briques, elles sont creuses, et de ce fait, elles tiennent difficilement entre elles. Les éléments de décor peuvent être posés, mais ne s'imbriquent pas avec le reste. Ce qui n'empêche pas les créateurs de parler malgré tout de Lego System, un terme qui vient englober tout l'écosystème que la firme est sur le point de développer. Les années 50 voient une croissance rapide de l'entreprise, et de nombreuses nouveautés émergent. La toute première ville Lego voit le jour en 55,
2005 et les équipes de recherche et développement de la marque travaillent d'arrache-pied pour trouver un système permettant aux briques de se connecter entre elles, mais aussi de se détacher facilement les unes des autres. En 1957, Gottfried devient directeur des opérations. En parallèle, Lego lance en 51 son premier grand succès dans les jouets en plastique, le tracteur Ferguson. Il sera vendu à environ 100 000 exemplaires pendant ses 3 premières années de commercialisation, mais ce sera qu'en 58 que le miracle se produit. Il s'agit du moment le plus important de l'histoire de Lego, parce qu'après des années de recherche, les employés de Lego ont enfin trouvé une solution à leur problème en créant les tubes à l'intérieur de la brique. Le principe est simple. Le tube et la paroi s'écartent lorsque 2 pièces sont assemblées et reprennent leur position d'origine quand les briques sont séparées. Ils en déposent le brevet le 28 janvier 58 et désormais, les briques Lego peuvent s'interconnecter à l'infini. On parle de 915 103 765 combinaisons différentes possibles. Tu as le temps de mourir avant de toutes les faire. 2 fois même. Le 11 mars de la même année, Holger Christiansen pousse son dernier soupir. Ses fils prennent les rênes de la société alors en pleine croissance. La vision de leur père axée sur la qualité, la créativité et le jeu est leur héritage. Elle a jeté les bases de la réussite de Lego en tant que marque emblématique. En 59, la division Futura est d'ailleurs créée pour insuffler de nouvelles idées et proposer de nouveaux projets. Les jouets en bois sont définitivement arrêtés, notamment du fait d'un nouvel incendie. Encore ? Ça fait beaucoup là, non? Incendie qui réduit en cendres presque tout le stock de jouets en bois, mais surtout parce que la stratégie consiste désormais à tout miser sur la brique. Jusque-là, les thèmes représentés étaient génériques, souvent centrés sur des scènes de la vie quotidienne, des véhicules, des structures basiques. Dans une période d'après-guerre où tout avait été démoli, les gens voulaient reconstruire. L'imaginaire derrière les petites briques Lego à cette époque relevait du fantasme de la reconstruction du monde, en commençant par la toute base, les maisons. Mais dans les années 60, le monde a à peu près repris son cours. On s'autorise à rêver, à voir grand. Les premières roues Lego sont introduites, élargissant le spectre des possibles. De nouvelles gammes sont lancées, Lego Trains en 66, Lego Duplo en 69 pour les plus petits, et la première version de la gamme Lego Architecture en 62. Lego envahit les écrans télé à travers des pubs où les enfants jouaient au Lego, tout sourire. En 61, 50 modèles ont été développés et se sont vendus dans 11 pays. En 63, la brique évolue encore. Elle est désormais fabriquée en ABS, acrylonitrite butadienne styrène. Ouais, je connaissais ça de tête, ouais, c'est faux. Fini les décolorations et les vrillages, les briques résistent maintenant à la chaleur, au sel, aux produits chimiques et aux acides, tout en étant non toxiques. Il s'agit par ailleurs d'un composant qui tient dans le temps, ce qui vient ajouter une brique à l'excellence Lego. Les Christiansen se prennent au jeu de l'expansion et lorgnent bientôt le territoire nord-américain. Ils se lancent alors à la recherche d'un fabricant local pour gérer la production aux États-Unis. Et là, je pense que si je vous avais fait deviner, vous auriez jamais réussi à trouver quelle marque va se proposer pour être le tremplin de Lego aux États-Unis. Parce qu'il s'agit de Samsonite. Oui, les valises. Je sais, si l'engouement et les intentions sont louables, ça ne va malheureusement pas suffire pour faire décoller la marque outre-Atlantique. Les Lego sont peut-être vendus dans 42 pays à la fin des années 60, mais aux États-Unis, ça ne prend pas. Le bid est monumental. Le 7 juin 68, Lego ouvre son premier parc d'attractions, Legoland, à Billund au Danemark, le village d'origine des Christiansen. Les fans Lego sont si nombreux que c'est un moyen pour la société de rediriger les plus curieux et parfois invasifs vers un endroit différent de celui de l'usine. Parce qu'à l'époque, c'était comme les youtubeurs à Webedia, si tu veux. Il y avait des gens qui attendaient devant l'usine pour voir genre « Oh, c'est là où ils font les Lego, c'est du plastique et tout. » Délire. Le parc s'étend sur 10 hectares et on y trouve des reproductions de monuments et de villes complexes du monde entier en Lego. Il peut accueillir plus d'1 million de visiteurs par an et beaucoup des œuvres présentées à l'époque sont celles de la designer Dani Holm, la nièce de Holker, qui a très longtemps travaillé pour Lego. Au début des années 70, le contrat avec Samsonite prend fin et Gottfried peut enfin reprendre la main sur sa stratégie de développement nord-américaine. Petite remise en contexte. Dans les années 70 aux US, les contestations contre la guerre du Vietnam sont de plus en plus importantes. On constate un rejet violent et ferme de tout ce qui touche à la guerre, notamment des jouets pour enfants incitant à la violence et au combat. Gottfried en a conscience et il va surfer sur cette vague antimilitariste dans son marketing. Lego va se présenter comme une marque pour la paix et aux valeurs humanistes, qui se refuse à fabriquer des jouets ressemblant à des armes modernes. Et cette fois-ci, la flamme s'embrase et les affaires se lancent. Lego parvient à conquérir le cœur des petits Américains et de leurs parents. La décennie des 70s va être florissante pour la firme. À ce moment-là, Lego représente 1% des exports industriels du Danemark et gagnait environ 50 millions de dollars annuellement. C'est vraiment pas mal pour un fabricant de jouets. De nouveaux produits et de nouvelles gammes voient le jour dans les années 70, meubles, maisons de poupées, bateaux à la coque flottante, mais aussi et surtout des gammes qui vont marquer l'histoire de la firme, dont Lego Castle, mettant en scène des châteaux et des chevaliers, mais aussi et surtout Lego Space, qui a ouvert la voie à l'exploration spatiale imaginaire. Et c'est pas étonnant, compte tenu du fait que la course à l'espace entre l'URSS et les États-Unis bat son plein. Le premier homme à marcher sur la Lune, ouvrant un champ des possibles jusqu'alors encore inimaginable. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la gamme Classic Space est considérée par les fans comme l'une ou la plus inspirante et magique jamais créée. Les kits Castle et Space sont les kits les plus populaires que Lego ait jamais fait. Ce sont des intemporels qui coûtent d'ailleurs une petite
fortune de nos jours. Lego Castle introduit le concept du pont-levis, des visières et des armes moyenâgeuses, les armes modernes étant toujours prohibées par la marque. Et pour la petite histoire, la première édition du château Lego était jaune. La raison, c'est que les Christensen ne voulaient pas que les enfants se servent de pièces grises pour construire des tanks. Ils avaient pensé à tout. Cependant, le Lego Castle jaune ne rencontrant pas son succès, il deviendra quand même gris peu de temps après. C'est aussi la période où sont lancés Lego Dacta, pensé pour l'éducation des enfants, Lego Fabuland, l'intermédiaire entre les Duplo et les Lego classiques, et les séries experts dans lesquelles on trouve des engrenages, des dents, des leviers, etc. Cette dernière sera rebaptisée Lego Technique en 77. Le fils de Godfred a lui aussi commencé à travailler dans l'entreprise familiale. Il s'appelle Kjeld Kirk Christiansen et les relations qu'il entretient avec son père sont parfois un peu compliquées, notamment parce que ce dernier a tendance à évincer toutes les idées de son fils. Fort heureusement, ça ne va pas empêcher Kjeld Kirk de mettre en évidence un problème qu'il a relevé dans le Lego System, c'est que les personnages, ils vont pas avec le décor. Pire encore, ils s'imbriquent pas, ce qui est un peu la base de l'idée. Lorsqu'il rejoint les cadres de l'entreprise en 74, il va lancer la création des toutes premières figurines Lego. Le premier modèle de figurine lancé est appelé Maxifig et il porte bien son nom puisqu'il s'agit d'une tête de bras mobile et d'un tas de briques assemblées à partir de pièces classiques pour constituer le corps. Ce premier résultat n'est pas très probant, si bien qu'en 1975, un nouveau modèle est proposé. On peut dire que c'est l'ancêtre de la figurine comme on la connaît actuellement. À l'exception près qu'elle avait ni visage ni bras. Et il faudra attendre 78 pour que la minifig voie le jour. La première année, un autocollant était à poser sur la tête des figurines, mais dès 79, les visages sont directement imprimés dessus. Et depuis ce temps-là, elle n'a pas changé. Parce qu'une figurine Lego fait 4 briques de haut. Ça a toujours été comme ça depuis le début. Seulement quand elles ont été lancées, les équipes Lego sont vite aperçues que les minifigs n'étaient pas adaptées à la taille des voitures notamment. Et c'est toutes les maquettes qui ont dû être changées pour permettre l'incorporation des figurines. Un vrai challenge pour les designers. Parce qu'encore une fois, l'important c'est que tout s'imbrique. Au tout début, 20 personnages ont été produits, alors très classiques, policiers, docteurs, pompiers, chevaliers, astronautes, et depuis c'est 8000 figurines qui ont été créées. Et les collectionneurs sont à l'affût. D'ailleurs, il y en a sûrement certains dans les commentaires de cette vidéo. Certaines figurines sont extrêmement rares et cette rareté se reflète sur leurs tarifs. Généralement, il s'agit de figurines anciennes ou composées de métaux précieux et qui ont été produites en petite quantité. Par exemple, il y a la figurine White Gold 18 Karat R2D2 qui est évaluée à 39 000 $, la Ninjago Movie Wooden Woo Movie Prop, une figurine Ninjago en bois sculpté comme son nom l'indique et qui est estimée à 104 500 $, et enfin la figurine Solid Gold 14 Karat de C3PO en or massif 14 Karat, sortie à l'occasion des 30 ans de la saga et qui est estimée à 300 000 $, ce qui en fait la figurine Lego la plus chère au monde. Et pour la trouver, il faut la chercher un bon moment parce que seulement 5 exemplaires ont été produits. Ces figurines ne sont toutefois pas issues de sets Lego, elles ont été créées à part. Si on se concentre sur les sets, beaucoup des figurines les plus chères et recherchées sont des figurines Star Wars. Mais pour le coup, les prix sont bien plus bas, à environ 2150 € pour la plus chère qui est une figurine de Boba Fett. Et à ce stade, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ils ont fait des têtes jaunes? Tout simplement parce que les équipes créa pensaient au début des années 70 que ça permettrait à n'importe quel enfant de s'identifier aux figurines, quelle que soit leur couleur de peau. Il faudra attendre 2003 pour voir apparaître des personnages de couleur avec les figurines de Lando Calrissian de Star Wars et des joueurs de basketball de la gamme NBA. Et en 2004, Lego abandonne définitivement les têtes jaunes pour toutes ces gammes issues de franchises. Du coup, les gammes Harry Potter, Spider-Man et Star Wars ont connu les deux versions. À l'heure actuelle, on dénombre 4 milliards de figurines Lego sur la planète. Ces figurines n'ont pas changé, elles se transmettent pour certaines de génération en génération depuis presque 50 ans. Les années 80 vont être florissantes pour Lego. Les profits augmentent encore et toujours, c'est toute la ville de Billund qui bénéficie de cette prospérité et elle va se développer presque exclusivement autour de l'entreprise. Avant la naissance de Lego, quelques 200 habitants peuplaient le village et depuis ce sont des milliers d'employés qui affluent chaque jour. Cependant, la tranquillité et le monopole de la société dans son secteur vont être brusquement bousculés en 1978 quand le brevet de la brique Lego va expirer dans tous les pays où il avait été déposé. C'est un événement mais majeur, cataclysmique. Le design de la brique Lego devient libre de droit. La concurrence se précipite aussitôt sur le marché et on voit apparaître des marques comme Megablock, Knex, Tyco, Oxford, Kobe ou encore Banbao qui sont non seulement beaucoup moins chères que Lego, mais en plus elles sont compatibles avec les célèbres briques. Le marché est donc saturé. Et Lego, ils doivent trouver des moyens de se démarquer et de se réaffirmer dans le marché du jouet. Un autre acteur va venir mettre un grand coup de pied dans le marché du jouet et va révolutionner la manière de jouer des enfants à jamais. Et vous vous en doutez, vu la période, il s'agit évidemment des jeux vidéo. Rappelons-le, les années 80 voient naître des icônes comme Pac-Man, Donkey Kong, Super Mario Bros, La Légende de Zelda ou encore Dragon Quest, des adversaires qui vont être redoutables pour nos petites briques. Kjeld Kirk doit trouver un moyen de parer cette vague concurrentielle. Il est persuadé que la réponse à sa problématique est liée aux nouvelles technologies et les langages
langage de programmation attire son attention en ce sens. Il sent qu'il y a quelque chose à en faire couplé à ses briques Lego. Et c'est de la combinaison des deux que naît le Lego TC Logo. Des Lego compatibles avec le Lego System et qui, reliés à un Apple II et à son tableau de commande, peuvent devenir des petits robots télécommandés. Une idée de génie, mais qui n'est développée que pour les écoles, malheureusement. Des thèmes Lego populaires seront lancés au début des années 90, Lego Pirate, Lego Space Experience, avec des aventures spatiales, et de nouveaux sets plus élaborés de Lego Castle et Lego Town sont mis en vente. À cette époque, les couleurs des briques sont peu nombreuses. On trouve du rouge, du jaune, du bleu, du noir et du blanc. Il faudra attendre la fin des années 90 pour que de nouvelles couleurs comme le vert ou le rose soient introduites. Et il n'y a pas que les briques roses qui débarquent pour la première fois fin 90, parce qu'en 98, c'est aussi les premières grosses pertes financières qui pointent le bout de leur nez. Ça y est, c'est la galère. Les conséquences vont être terrible. Un tiers de la masse salariale de Billund est licencié, soit 1000 personnes. L'entreprise et ses dirigeants ne le réalisent pas encore, mais c'est le début d'une crise terrible dans laquelle ils vont s'enliser pendant plusieurs années. Crise que je vais vous raconter, mais avant ça, pour m'éviter aussi de m'enliser dans une crise terrible, vous pouvez rejoindre le Patreon à partir de 5 € par mois. Ça nous soutient financièrement pour continuer à faire ce travail, et ça vous donne accès à plein d'avantages, comme par exemple l'accès aux vidéos comme celles que vous regardez maintenant en avant-première par rapport à YouTube, ou encore plein de contenus additionnels ou de coulisses que je posterai jamais sur la chaîne. Merci pour votre soutien, le lien est dans la description. Dans cette période, la société se remet en question, parce que peut-être que la brique Lego ne se suffit peut-être plus en elle-même. Le marché du jouet continue d'évoluer, les pixels prennent toujours plus de place dans le paysage concurrentiel, les enfants sont à l'affût d'expériences virtuelles et les jouets classiques ne les font plus vraiment rêver. Les équipes de Lego continuent de creuser la piste du Lego TC Logo, mais dans l'optique de développer un produit destiné au grand public cette fois-ci. La brique Lego classique est repensée, réinventée et le Lego TC Logo devient Lego Mindstorm, dont le premier kit associé à Lego Technique sort en 98. Il permet de programmer un vrai robot via ordinateur. Alors ça y est, Lego a évité la crise et ils sont sauvés? Non. En fait, les chefs de produits se sont complètement plantés sur le ciblage. Ils pensaient avoir trouvé une nouvelle poule aux œufs d'or à destination des enfants, alors que les acheteurs se sont avérés être des doctorants en informatique et des nerds. Ces derniers vont hacker les Lego Mindstorm, trouver leur code et le publier sur internet et ailleurs pour tenter de pousser plus loin encore les possibilités que le produit offre. Toute une communauté se crée autour qui partage les évolutions auxquelles sont parvenus les uns et les autres, et la première réaction de Lego, c'est d'être furieux et de porter plainte. Sauf qu'ils réalisent bien vite qu'en face, ils n'ont pas affaire à des délinquants qui piétinent leur travail, mais à des passionnés qui viennent s'excuser platement en arguant qu'ils n'avaient pas souhaité faire du tort à l'entreprise, mais plutôt qu'ils avaient tenté de faire progresser le produit. Le géant de la brique, qui ne s'attendait pas du tout à ce type de réponse, est un peu désarçonné. Et il va alors radicalement changer de stratégie, en se disant, est-ce qu'il n'y a pas là un filon à exploiter? Quelque chose d'unique. Pour la première fois, Lego investit dans des concours de robotique dans des écoles. En bref, Mindstorm est peut-être brillant, mais il ne permet pas à Lego de sortir de la mouise. Il faut trouver autre chose. Et si la réponse était dans les étoiles? En 99, Lego s'associe à Star Wars. Et pour vous qui suivez bien la vidéo, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais et les engagements de Lego pour ne jamais créer de jouets semblables à des armes de guerre modernes? Alors là, ils vont se dire, oui, mais en fait, Star Wars, c'est des armes, mais vas-y, c'est futuristique un peu et tout, mais on peut faire de l'argent. On peut faire de l'argent, d'accord? L'argent, beaucoup. J'aime ça. Argent, oui. Dans ma poche. Christiansen va peser le pour et le contre, et les millions potentiels que pourrait rapporter Star Wars vont peser plus lourd que les engagements passés dans les années 70. Les premiers Lego Star Wars sont produits en 99, alors ça y est, cette fois-ci c'est la bonne. Toujours pas! Parce que Lego produit ses jouets, mais en quantité bien insuffisante. Les ruptures de stock portent préjudice à l'entreprise, et l'année suivante, pour éviter de refaire la même erreur, ils en produisent davantage. Sauf que, si la menace fantôme est sortie en 99, l'attaque des clones ne sort qu'en 2002. Autrement dit, il n'y a pas de film Star Wars au cinéma entre 2000 et 2001. Et Lego, ils n'avaient pas capté que leur vente était aussi corrélée aux actualités de la franchise. Le partenariat Lego Star Wars, il est à double tranchant. Il peut à la fois être un énorme succès, mais aussi un énorme bide. Sans parler du fait que qui dit licence dit somme à reverser aux propriétaires de la franchise. Ici, c'est Lucasfilm. Et donc en attendant, les profits ne cessent de chuter. Et la crise, elle n'est pas seulement externe, elle est aussi interne. Le concept originel du Lego est basé sur la créativité et l'imagination. Grosso modo, on vous donne un tas de briques et vous vous démerdez pour imaginer quelque chose à construire avec. Là, avec les Lego Star Wars, le concept même du Lego est ébranlé. Il s'agit plus de laisser son imagination s'emporter, mais de suivre une notice précise pour construire un vaisseau bien particulier, comme si on faisait un meuble Ikea. Les employés de longue date et les puristes estiment que ce sont même plus des Lego. Pire, ils pensent que l'entreprise s'est perdue elle-même à force de se chercher. Et ils vont pas être déçus de la suite parce que c'est à ce moment-là que tout va partir en couille. Les concepteurs sont obnubilés par l'idée de trouver une innovation permettant de sauver la boîte, si bien qu'ils vont se mettre à inventer bouse sur bouse. Un kit imaginé pour les enfants qui n'aiment pas vraiment les Lego, les Jackstone, dont la grosse figurine de 10 cm ne s'intégrait évidemment pas au Lego System. On peut le faire, on va le faire.
c'est fait. Les Lego Scala, censés être pour les filles parce que Rose et Mauve, eux aussi construits en dehors du système, une série télé complètement éclatée au sol du nom de Galidor qui a coûté un bras, des jouets électroniques pour les tout petits, bref, c'est une période où Lego fait tout sauf des Lego. Et tout le monde vient à se demander s'ils vont pas faire faillite et fermer littéralement la boîte. Les concurrents Mattel et Playmobil font très mal eux aussi, notamment Playmobil qui est en plein essor pendant tout ce temps. Playmobil, en avant les histoires. Mais alors, qui va sauver la peau de Lego? Et bah la réponse, elle est aussi simple que surprenante, c'est des petites têtes avec des os dedans. J'ai nommé les Boneheads. Le directeur de la création, Soren Holm, imagine une espèce de grande figurine constituée de Lego avec un drôle de masque aux allures de guerrier épique. La figurine est envoyée à Christian Faber, directeur créatif de l'agence Advance à Copenhague dont Lego était le client, afin que ce dernier dessine l'environnement du Bonehead. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, Christian était atteint d'une tumeur cérébrale inopérable. Et ça a sûrement eu une influence sur sa façon de voir les Boneheads et de penser leur monde, parce qu'il les a imaginés sur le visage abîmé d'un robot en sommeil qui avait été vaincu par une force similaire à celle d'un cancer du nom de Makuta. Les premières pierres sont posées et les Boneheads deviennent les Bionicles. Ils n'étaient pas compatibles avec le Lego système. Les figurines faisaient une vingtaine de centimètres et il fallait une boîte rien que pour la figurine. Et pourtant, les Bionicles vont faire la différence. Ce qui les rend uniques, c'est l'histoire qui est écrite autour du produit. Un univers entier est créé, des personnages sont développés et le storytelling est incroyable. Les enfants découvrent avec émerveillement l'île de Matanui, un grand esprit plongé depuis 1000 ans dans un profond sommeil. Sur cette île paradisiaque vivent les habitants de 6 tribus élémentaires, mais un mal mystérieux ronge l'île. Ce mal porte un nom, Makuta. La franchise est lancée en 2001, d'abord sous la gamme Lego Technique. Bionicle ne s'arrête pas aux boîtes de Lego. La gamme fait l'objet d'un dessin animé, de livres, de jeux vidéo, le tout sans avoir à acheter de licences et à verser de royalties comme c'était le cas avec Star Wars. Les premiers collecteurs Lego sont des Bionicle et c'est comme ça que Bionicle a sauvé Lego, momentanément en tout cas, au grand désarroi des puristes et d'une partie des employés qui ne considéraient pas non plus les Bionicle comme des Lego. L'expérience Bionicle a permis à Lego de tirer une leçon essentielle pour son avenir. Les thèmes et les histoires qui les accompagnent sont une force considérable pour toucher les enfants et plus particulièrement les pré-ados. En parallèle de ce succès, Lego scelle des partenariats de licences qui vont contribuer à redresser financièrement l'entreprise. Harry Potter en 2001 notamment. On pourrait penser que ce rebond économique aurait permis à la firme de se sortir de sa situation critique définitivement, mais c'est malheureusement pas le cas. La société a dépensé beaucoup d'argent pour s'offrir Harry Potter et Star Wars, mais elle n'a toujours pas compris, semble-t-il, que les ventes dépendent des sorties cinéma. Et en 2003, sans nouveauté Star Wars ou Harry Potter dans les salles obscures, les ventes s'effondrent. On compte plus de 220 millions de dollars de pertes. Les franchises ont coûté, mais n'ont pas rapporté. Lego est à nouveau au bord du gouffre et de la faillite, et même ses dirigeants cherchent à quitter le navire et à vendre leur part. Kjell de Kirk Christiansen est au pied du mur. En 2004, il se voit obligé de lâcher son rôle de PDG. Il sera remplacé par Jørgen Vig Knurstop, un homme de 34 ans. Et pour vous le décrire, Jørgen, il est pas là pour enfiler des briques. Il va virer une bonne partie des employés, délocalise un tiers des emplois de Billund en République tchèque, déplace l'usine qui avait été ouverte dans le Connecticut au Mexique et simplifie la chaîne logistique et de fabrication. Fini les extravagances de couleurs et de formes de briques, retour à la simplicité. En 2005, Christiansen, à qui Lego appartient toujours, est contraint de vendre ses parcs d'attractions Legoland à Merlin Entertainment. Lego ne conserve que 30% de Legoland. La stratégie produit de Jørgen consiste à se recentrer sur le cœur de Lego et sur le Lego System, et pour ce faire, il jette son dévolu sur le bon vieux et intemporel camion de pompier. Lego produit un camion très ressemblant à celui de 55, réaliste et facile à construire, constitué de pièces simples et déjà existantes. C'est le retour en force de Lego City qui avait fait la gloire de Lego quelques années auparavant. De nouveaux produits viennent quand même étendre la gamme, mais en respectant toujours ce retour à la simplicité, tant dans le concept que dans la fabrication. Un aéroport, un port de marchandises et un sous-marin voient ainsi le jour. Avec tous ces véhicules, Lego se trouve contraint de produire un nombre incalculable de pneus. On en retrouve dans presque toutes les boîtes. Au point qu'en 2011, Lego va entrer dans le Guinness des records comme premier producteur de pneus au monde avec 306 millions d'unités produites par an. Et cette stratégie, elle fonctionne et elle remet Lego à flot. Si vous avez bien suivi, on a dit plus tôt que le succès de Bionicle avait permis à Lego de capter l'importance des histoires dans l'univers du jouet. Et c'est ce qui va les pousser à lancer tout un tas de boîtes issues de films et de séries aux histoires fortes pendant les années suivantes. Retour vers le futur, Doctor Who et j'en passe. En 2010, Lego va s'associer à Disney aux États-Unis pour créer des duplos issus des films Disney et Pixar, comme le train de Toy Story. Finalement, Lego va réaliser que le succès est plus important quand les histoires sont créées par eux directement. Du coup, en 2011,
2011, il propose une nouvelle franchise made in Lego, il s'agit de Ninjago, une gamme dont l'histoire est basée sur des combats de ninjas et de toupies. Une série d'animation accompagne le lancement qui est d'ailleurs toujours en cours aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était tellement un succès qu'en 2017, il y a un long métrage qui vient couronner le succès de la franchise. Cette stratégie d'une part d'histoire et de figurines uniques, c'est les clés de voûte du succès de Ninjago. Les années 2010 vont être marquées aussi par le développement de Lego Ideas. Cette plateforme de production participative avait été lancée en 2008 dans le cadre d'un projet indépendant japonais. En 2014, Lego prend le contrôle complet de ce projet et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui permet aux fans de proposer des concepts de sets et de voter pour leurs préférés, tout simplement. Si l'idée recueille 10 000 soutiens à travers le monde, elle est étudiée par les équipes Lego et si elle est retenue, le projet part en développement, avec parfois quelques retouches au passage. Ça a été le cas notamment pour la voiture Ghostbusters, l'appartement de Big Bang Theory, la cabine téléphonique londonienne ou encore l'Orient Express. Et c'est une aubaine pour Lego finalement, parce qu'il y a des milliers de personnes qui cherchent pour eux de nouvelles idées en permanence. Pour chaque idée produite, Lego reverse 1% des ventes aux créateurs, qui représentent presque rien pour eux, pour être honnête, et qui leur permet de bénéficier d'un bassin de cerveau illimité. Mais depuis plusieurs années, Lego avait identifié un trou dans sa raquette. Et c'est tout con, c'est juste que la grosse majorité des gammes proposées plaisaient davantage aux garçons qu'aux filles. Non pas que les filles n'y jouaient pas du tout, mais elles se reconnaissaient moins dans les histoires proposées, que ce soit Bionicle ou Ninjago. Plusieurs tentatives de Lego de produire des gammes davantage féminines selon leurs critères se sont soldées par des échecs, comme Lego Homemaker en 71, Scala en 79, Paradisa en 92, Belleville en 94, Scala 2 en 97 et Click It en 2003. Mais en 2010, Lego a tiré 2 enseignements de plus que lors de ses essais infructueux. Le storytelling, c'est la clé. Et les filles aimaient généralement les Lego, mais pas les figurines. Fort de ce savoir, il lance la gamme Lego Friends avec une nouvelle figurine, la mini-poupée, différente de la minifig, mais qui s'intègre au Lego système. De nouvelles couleurs font leur apparition, d'autres sont supprimées dans cette gamme, des animaux sont designés, notamment des chevaux, et le thème fera un carton. Il se hisse à la 4e place des ventes, derrière Lego City, Lego Star Wars et Lego Ninjago, et ça va permettre à Lego de doubler son concurrent Playmobil en termes de part de marché en 2012. Un storytelling fort accompagne la gamme, à tel point qu'une série télé est diffusée ainsi qu'une web-série. Un vidéofilm, c'est-à-dire un film mais qui n'est pas sorti en salle mais directement proposé à la vente, intitulé Lego Friends Popstar, le concert de l'année, sortira aussi en février 2016. Les histoires Lego prennent toujours plus de place dans la stratégie de la marque. L'apogée du phénomène va avoir lieu en 2014 avec la sortie au cinéma de La Grande Aventure Lego, qui s'appelait The Lego Movie en anglais, un film d'animation en 3D qui décroche un joli 96% sur Rotten Tomatoes à sa sortie et qui va faire plus de 1,5 million d'entrées en France, un très bon score pour un film d'animation, en particulier d'une société qui ne produit pas de film à la base. Il sera même nominé au Golden Globe dans la catégorie meilleur film d'animation. Et en plus de ça, le film est extrêmement rentable, puisqu'il va rapporter 468 millions de dollars, alors qu'il n'en avait coûté que 57. Le film se transforme en franchise cinématographique avec la sortie de Lego Batman le film et Lego Ninjago le film en 2017. Et puis du second opus de La Grande Aventure Lego en 2019. Des séries télé Lego sont également diffusées, comme Lego Dreams avec plein de Z là, Lego Star Wars, Lego Ninjago, qu'on retrouve aussi sur des plateformes de streaming, et c'est tout cet ensemble qui vient étendre l'univers Lego bien au-delà de toutes les frontières atteintes jusque-là. Pendant la décennie 2010, l'écurie de la franchise Lego va continuer de s'agrandir avec Lego Marvel, dont Spider-Man, Lego DC Super Heroes avec Batman en première ligne, ou Lego Minecraft. Des partenariats stratégiques permettent à l'entreprise de créer des kits liés à des univers très appréciés de la pop culture, ce qui augmente encore sa force de frappe et sa portée. Mais surfer sur les franchises, c'est un pari risqué, comme on l'a déjà dit, notamment parce que sans actualité de la dite franchise, les jouets peuvent ne pas se vendre. Mais aussi parce que si le film ne fonctionne pas, tous les produits développés autour ont de grandes chances de faire un flop. Et ça, Lego l'a déjà expérimenté avec son thème Lone Rangers, un film Disney avec Johnny Depp qui a été un échec cuisant au box-office. C'est le cas de beaucoup de franchises dites éphémères sur lesquelles il est plus compliqué de parier. En revanche, lorsque les licences sont pérennes comme celle de Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux, le coup de poker est bien moins dangereux. Les investissements de Lego pour les franchises sont colossaux sur cette décennie et les recettes générées le sont tout autant. C'est pour ça que Lego continue encore aujourd'hui de compter les franchises dans une grande part de sa stratégie. Et c'est ainsi qu'en l'an de grâce 2014, Lego est sacré premier fabricant de jouets au monde. Mais l'histoire de Lego ne cesse pas pour autant d'être tumultueuse. Et en 2017, l'entreprise connaît une nouvelle crise, malgré des ventes multipliées par 5 en 10 ans. 1400 employés seront licenciés, la baisse de 7,7% de son chiffre d'affaires met fin à 14 années consécutives de croissance. Avec la décennie 2020 sont ajoutées les licences Nintendo avec Lego Super Mario et en 2022, Lego renoue avec la croissance et ce malgré son retrait du marché russe pour des raisons évidentes. Ce sont les collections Harry Potter et Star Wars qui portent l'entreprise. Le chiffre d'affaires bondit de 17%, les bénéfices de 4% et les ventes de 12%. Les enseignes Lego continuent d'ouvrir à travers le monde avec 155 nouvelles boutiques en 2022, ce qui élève à 904 le nombre total de ces magasins. Si Lego a su conquérir le cœur des enfants, il en va de même pour les adultes. On a déjà évoqué Lego Ideas, mais la
communauté adulte autour de la marque Lego va bien au-delà, notamment parce que Lego a su se faire une place de choix dans la culture populaire. Certains thèmes, comme celui de Lego Architecture, ont été imaginés pour les adultes, mais beaucoup d'adultes se lancent carrément dans la construction de maquettes ahurissantes, sans aucune notice, aucun plan, juste à partir de leur imagination et d'un tas de briques. Le Lego dans sa forme la plus originelle, en somme. Plus de 5 millions d'adeptes créent et partagent leurs propres créations Lego sur des sites comme celui du Mocub. L'investissement de ses fans envers la marque dépasse parfois l'entendement avec l'organisation d'événements comme des conventions, au cours desquels ils se réunissent pour exposer leurs créations. Rien qu'en France, on en compte au moins 2 par mois. Et c'est pas Lego qui les organise. Au mieux, la marque est fournie des dotations pour des tombolas organisées lors des événements. Tout le reste est financé par les associations des fans. Et un rassemblement, ça coûte facilement 20 000 €. Une fois encore, l'effet Lego permet à la société de profiter d'ambassadeurs de marque sans débourser un sou ou presque. Le rêve de chacun lors de ces expositions est de se faire repérer par la marque, parce que parfois des éclaireurs sont envoyés pour dénicher des talents exceptionnels. À la clé, la chance d'obtenir un titre officiel Lego permettant de devenir constructeur Lego professionnel. Et dans le monde, on compte que 13 personnes certifiées. Ces personnes ont le droit de décrocher des contrats de réalisation de maquettes Lego et de fonder leur entreprise autour de ça. On parle de contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour de la location ou de la vente des œuvres. Des œuvres qui généralement sont énormes. On parle pas de petites boîtes de Lego comme on peut en trouver au Lego Store, mais de figurines ou de monuments géants par exemple. C'est une activité plutôt rentable, sachant que ces artistes achètent les pièces 30 à 40% moins chères. Mais c'est surtout un rêve devenu réalité pour ces rares privilégiés talentueux. De manière générale, constructeurs certifiés ou non, les constructions géantes en Lego sont sujettes à des challenges toujours plus impressionnants les uns que les autres. Une réplique du Tower Bridge de Londres détient même un record dans le Guinness 2016. Il mesure 13 mètres de haut et a nécessité 5 805 846 briques, très exactement. Le bateau Lego le plus long du monde mesure 8,44 mètres de long et pèse 2860 kg. Les passionnés ont même réussi à fabriquer une voiture en Lego Technique, la Bugatti Chiron, capable de rouler jusqu'à 30 km/h grâce à des moteurs Lego. Bref, Lego est universel. Et quoi de mieux pour illustrer ça que la Lego House à Billund, dans laquelle on trouve un arbre en Lego géant, aussi appelé arbre de la créativité, dont chaque branche représente l'histoire de la firme. La Lego House, c'était le rêve de Kjeld Kirk Christiansen et il a vu le jour en 2017. Kjeld voulait créer un lieu où tous les fans du monde entier pourraient venir découvrir toutes les possibilités que les briques Lego offrent. La maison est composée d'un extérieur architectural unique puisqu'il s'agit d'un assemblage géant de briques Lego, un exploit d'architecture qui permet au bâtiment d'être reconnaissable même d'en haut. Et l'intérieur n'est pas en reste. On y trouve des installations spectaculaires et des expériences de jeu uniques basées sur la brique. L'espace de 12 000 m² est divisé en 4 zones. La zone rouge est celle de la créativité. Ce sont des pièces remplies de milliers de briques qui invitent les participants à laisser aller leur imagination. La zone bleue est celle consacrée à la résolution de challenges auxquels notre monde fait face. Programmation de robots, construction de villes, de voitures, etc. La zone jaune est celle des émotions, où on donne vie à ces constructions. Et la zone verte est la zone des mini-figurines, celle du social play, où l'on fait vivre des histoires aux minifigs. La Lego House comprend aussi une galerie d'art, une salle appelée The World Explorer Exhibition, dans laquelle se trouvent plein de scénettes Lego construites pour créer tout un monde, et même un restaurant où les guests peuvent construire leur propre menu, ou après avoir passé une journée entière à marcher, jouer, penser Lego, on leur fait enfin bouffer leurs petites briquettes en plastique. C'est faux, mais les plats arrivent servis dans une brique Lego par des robots. Sur place, les enfants sont invités à tester toutes les idées exposées par les concepteurs. En observant les comportements, les équipes Lego peuvent ainsi constater ce qui fonctionne, ne fonctionne pas, ce qui attire ou qui n'attire pas. C'est un vrai laboratoire de la brique. Mais le Graal des fans de Lego, il se trouve au sous-sol de la Lego House et il se nomme la Memory Lane ou The Vault, autrement dit le coffre-fort. Une sorte de chambre au trésor rassemblant un exemplaire de chaque boîte produite par Lego depuis sa création. Sachant que chaque année 60% des gammes sont renouvelées, The Vault compte aujourd'hui plus de 6000 boîtes en son sein. Les Lego se transmettent de génération en génération, les briques des années 50 s'imbriquent avec celles d'aujourd'hui et peu de marques de jouets peuvent se vanter de ça. Surtout dans un monde où la surconsommation est de plus en plus dénoncée et où la durabilité est un sujet primordial, y compris pour les jouets. Et l'argument est fort pour Lego, parce que c'est des jouets qui sont très rarement jetés, mais c'est quand même à double tranchant, parce qu'il faut le rappeler, les briques Lego c'est du plastique. Alors le projet de Lego c'est pas de complètement arrêter le plastique, mais plutôt de trouver des sources durables pour remplacer leurs matières premières actuelles, qui sont à base de pétrole. Ça permettrait de fabriquer le plastique des briques à partir de matières premières durables ou d'origine biologique. L'enjeu c'est aussi de conserver la même sécurité, qualité, durabilité et expérience de jeu que
que celle conférée par les matériaux utilisés actuellement. Par exemple, en 2021, l'entreprise a tenté de créer une brique éco-responsable à partir de plusieurs plastiques recyclés. Mais l'expérience a été stoppée en 2023 parce qu'elle s'est avérée plus polluante encore que la fabrication de la brique classique. Cet échec, il n'a pas arrêté Lego, déterminé à trouver une solution durable. Actuellement, ils espèrent la trouver via un plastique issu de canne à sucre cultivé de façon écologiquement responsable. La firme s'est aussi avérée être un guerrier redoutable sur le plan de la concurrence en étouffant ses adversaires, très souvent grâce aux armes juridiques. Lego s'est ainsi retrouvé un nombre incalculable de fois au cœur d'affaires judiciaires pour préserver son hégémonie. Ça a été le cas avec Megabrands et ses Megablocks, concurrence qui a donné lieu à de nombreux procès, et malheureusement pour la marque, l'issue de ces procès, ça n'a pas du tout été en faveur de la firme danoise. Pour principale raison, la fonction de la brique Lego est reconnue comme technique. De ce fait, elle ne peut être considérée comme une marque protégée et peut être copiée. Ce qui fait évidemment le bonheur de concurrents comme Hasbro, qui n'est que le numéro 2 mondial du jouet et dont l'objectif est de doubler Lego avec sa marque Creo. En Chine, c'est la marque Lepin qui copie Lego allègrement. Ils en ont rien à foutre. Ils sont 40 à 70% moins chers et ils n'hésitent pas à copier brique pour brique tous les sets danois. Par exemple, là où le Faucon Millennium est vendu 849 € chez Lego, Lepin propose sa version à 160 $. Et l'exemple est extrême parce qu'il s'agit du set Lego le plus cher jamais produit. Non seulement Lepin copie les briques et les sets, mais également la charte graphique et même la boutique en ligne Lego. Donc vous serez pas très surpris si je vous dis que Lego a attaqué Lepin en justice pour concurrence déloyale. Et cette fois, la marque danoise a gagné son procès. Faut dire en même temps que c'était un peu gros. Si la brique est tombée dans le domaine public, ce n'est pas le cas de sa minifig. Et pour la protéger, Lego tente de faire passer la minifig pour une œuvre artistique aux yeux de la loi plutôt que technique. Parce qu'un brevet technique protège le produit pendant 18 ans, quand l'œuvre artistique est couverte pendant 75 ans. Un procès gagné par Lego à ce niveau empêche l'autre partie de produire des figurines pendant 50 ans. C'est donc un terrain de bataille extrêmement important pour la firme. Chaque année, plus de 400 millions d'enfants et d'adultes jouent avec les fameuses briques et la marque Lego est reconnue pour sa créativité et son impact positif sur l'éducation des enfants à travers le jeu. Elle rappelle que créer quelque chose à partir de son imagination et jouer de façon générale est un moyen de s'engager dans le monde dans lequel on vit. Si vous aimez découvrir les histoires d'entreprises qu'on ne connaît pas forcément, je vous invite à découvrir ma vidéo sur l'entreprise Tencent, le géant chinois qui prend le pouvoir sur le monde.